Salut à tous, c'est Alan Duke, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette nouvelle émission Échange, j'ai à mes côtés un homme que je croise occasionnellement. Donc vous savez, au Luxembourg, il y a aussi des mouvements, il y a des mouvements dans les rues, des réunions, et c'est une personne que je croise régulièrement, donc qui est à mes côtés. Et je pense justement pour cette émission qui va évoquer entre autres la situation au Luxembourg, qu'il est exactement la bonne personne. Et comme vous savez, d'un côté, on pourrait dire que Robinson Crusoe, il a son vendredi. Eh ben nous, au Luxembourg, on a notre Peter Freitag, qui est Freitag en allemand, ça veut dire vendredi justement. Donc nous, on a notre Peter Freitag, notre vendredi à nous, qui est une personne militante vraiment qui est tout le temps sur le terrain, qui sait aussi de quoi elle va parler. Donc c'est une personne qui, ça fait quand même des années qu'elle s'intéresse aussi au deuxième sujet qu'on va évoquer dans cette émission, qui est celui de la conspiration, enfin de la théorie de la conspiration, bien sûr. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que il a en lui un petit peu ce côté de rebelle. Et puis, on a une autre personne dont je ne citerai pas le nom au Luxembourg qui fait des émissions, qui apparemment ne veut pas l'interviewer parce qu'à son goût, il est un petit peu trop rebelle et qui dit à l'Indio que rebelle, tout ça, ben moi, ça me plaît justement. Ce sont ces personnes-là qui m'intéressent le plus, ceux qui osent dire des choses, voilà, parce qu'on est dans un monde où la pensée, donc les pensées doivent être libres, donc chacun doit avoir la possibilité de dire ce qu'elle veut. Ben ici, il est clair que sur l'émission Échange, donc Duke TV, il est tout à fait logique que je l'invite et je lui dis donc bienvenue à mon émission, Peter. Wie geht het op Luxembourg? Wie geht het, Peter? D'abord, on va changer 3 mots luxembourgeois. Geht het goed? Merci, Edgit. Merci, Alan. Merci. Donc, voilà. Donc, je lui ai expliqué qu'on allait faire quand même l'émission en français pour la simple raison que les gens qui regardent mes émissions sont principalement francophones et les luxembourgeois savent parler le français alors que rares sont les Français qui parleront luxembourgeois. Donc, Peter, ma première question à toi qui es quand même beaucoup sur le terrain au Luxembourg tous les samedis, d'ailleurs tu nous expliqueras tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer la situation du moment au Grand-Duché de Luxembourg? Mais pour le moment, nous avons depuis novembre 2020, nous organisons tous les samedis une manif qui va de la clinique suisse à la place d'Armes. En fait, les deux premières sont allés de la clinique suisse jusqu'à la gare et retour. C'était encore différent, mais on a dû s'adapter parce qu'on a dû tenir compte des gens qui sont pas si bien à pied pour leur donner une chance à pouvoir participer quand même. Voilà. Mais en général, c'est ça. Clinique Suisse, place d'Armes. On fait des speeches pertinents, moins pertinents, dans la limite du légal. Du moins pour ce qui me regarde et Jean-Marie. Le reste, c'est micro-libre et là, chacun est responsable de ses mots et de ses actes. Mmh. Après, je te laisse continuer, mais je veux juste expliquer aux personnes qui nous regardent, pour leur expliquer, la place d'Armes, c'est vraiment l'hypercentre, comme on dit en français, de Luxembourgville. C'est vraiment pas loin du Palais Royal et tout ça. Donc là où c'est aussi pas très loin de la Chambre des députés. Donc cette place d'Armes, au cœur de Luxembourgville, il y a un kiosque et tous les samedis, donc Peter et une autre personne qui vient d'être nommée, qui s'appelle Jean-Marie, qui est aussi une personne que j'ai rencontrée, une personne hyper érudite en ce qui concerne l'histoire, etc. Donc, c'est aussi une personne, c'est un dictionnaire sur deux jambes, Jean-Marie, on peut dire c'est comme ça. Hein. Donc, ouais. Qui a été très longtemps aussi au Parti communiste luxembourgeois. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un esprit collectif à la base, puisque vraiment, si on veut aussi se sortir de la situation actuelle, il est clair qu'un esprit égocentrique ne va pas nous sortir de là. Il faut rentrer de nouveau dans un esprit collectif de partage. Et ce qui est très intéressant aussi avec cette réunion hebdomadaire, donc tous les samedis, que vous avez appelé comment déjà le nom de la Polonaise solidaire Party in the City. Voilà. Donc, c'est ce micro-libre où justement, tout le monde peut dire plus ou moins ce qu'il veut. C'est là on comprend aussi Peter, sa façon d'être. Il est un électron libre, quelqu'un qui a une pensée libre et automatiquement,
il fait la même chose avec les personnes. Donc, il y a un micro avec un haut-parleur et les personnes qui veulent prendre le micro peuvent dire ce qu'ils pensent par rapport à la situation du moment. Donc, ça, c'est un rendez-vous que nous avons maintenant depuis des mois et des mois au Grand-Duché de Luxembourg. Où, au niveau du public, Peter, est-ce qu'on peut dire que vous avez vu le public s'agrandir ou bien est-ce que vous êtes tout le temps, vous avez toujours le même public? Dis-moi. Bon, en fait, c'est un truc évolutionnaire. En fait, jusqu'au mars 2021, le 20 mars 2021, on a vu un monde qui s'est agrandi jusqu'à un peu plus de 200 personnes. Le 20 mars, il y avait 6 à 700 personnes. On a fait une grande manif à la place d'Armes, avec une fête avec DJ qui s'en suivait. Et après ça, ça a diminué de nouveau. On a eu des choses qui ont été rapportées, que des gens ont subi des répressions jusqu'à des menaces de perdre leur emploi. Et maintenant, on est quand même, bien qu'il fait beau, que c'est le temps des vacances, on reste quand même aux alentours des 100, 120. Voilà. Après, le Luxembourg, il faut dire aussi que ce qui va beaucoup jouer, c'est le climat, le temps. Il est clair que quand il tombe des trompes d'eau, le Luxembourg est non plus pas épargné. Bon, même s'il est moins touché que la Belgique actuellement et la Saarland allemande, donc où il y a des intempéries avec des grandes inondations et tout ça, ces derniers temps au Luxembourg, nous avons vécu quand même aussi un climat qui est quand même pas tout à fait normal. D'accord. Et ça, c'est peut-être un sujet qu'on va pouvoir aborder dans la deuxième partie en ce qui concerne la conspiration. Donc, ce climat quand même qui est un peu bizarre ces derniers temps. Donc, ça va aussi jouer sur la quantité de personnes présentes à cet endroit. Donc, ce rendez-vous hebdomadaire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la situation au Luxembourg, est-ce que tu peux nous donner le topo actuel par rapport aux décisions gouvernementales pour la suite, parce qu'on entend ce qui se passe en France là avec les amendements. Maintenant, c'est passé au niveau de je cherche le mot, c'est la représentation, donc c'est les sénateurs, donc côté sénatorial, jusqu'à ce que ça passe par les lois et tout ça. Donc on voit ce qui se passe en France. Est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce qui se passe au Luxembourg, les décisions qui sont prises actuellement? Et puis voilà. C'est un peu bizarre. Au Luxembourg, les gens ont l'impression qu'il y a moins d'obligations, il y a moins de restrictions. Mais en fait, les obligations ont été renforcées. Ils ont juste été rattachés à un pass sanitaire qui est très fort, au moins médiatiquement, lié à la vaccination, sur laquelle notre gouvernement et nos politiciens ne souhaitent toujours pas faire débat. Et il n'y a pas de débat possible, ni sur les mesures, ni sur le vaccin, ni sur les traitements alternatifs. Donc, nous, on veut, depuis mars, j'essaye avec un premier groupe et maintenant avec un deuxième groupe, d'avoir le dialogue ouvert. Et le gouvernement, en fait, répond avec les points en législant des lois tout à fait aberrantes et non scientifiques. Ouais, ce qui est clair, c'est que pour les personnes qui découvrent ce qu'on dit là, ils s'aperçoivent que la situation luxembourgeoise est identique, copier-coller à la situation française, donc il y a pas de différence. Donc nous vivons dans une dictature où quelques gouvernants, des personnes qui sont là actuellement, ne font rien d'autre que d'appliquer apparemment un agenda, donc étape par étape, en bafouant complètement toute procédure démocratique traditionnelle. Donc, au Luxembourg, est-ce qu'il y a aussi une commission maintenant qui s'est créée, comme en France, parce que apparemment, du côté français, Macron, il a une équipe. D'accord, et c'est comme ça qu'ils vont passer aussi. Ils passent au-delà de la procédure démocratique traditionnelle. Ou est-ce qu'au Luxembourg, ils ont aussi créé une sorte de groupe qui décide sans passer par la Chambre et des choses comme ça? Ils ont la COVID Task Force sous la présidence de Marc Di Bartolomeo, qui a une très très belle maison.
Elle est adulte, elle est vraiment bien. Mais voilà, cette task force elle est constituée de personnes ni vues ni connues du bataillon qui ne font que renforcer le narratif qu'on met en question. Et il n'y a pas de débat. C'est impossible. Si, dans une vraie démocratie, s'il y a des gens qui posent des questions, on doit pouvoir y répondre. On doit pouvoir argumenter validement. Si on n'est plus en démocratie, là, on argumente avec les points. Ce que notre gouvernement fait. Moi, je nous vois, je ressens que notre pays est en transition entre la démocratie et la dictature, tout à fait. Oui, c'est à l'échelle européenne et l'échelle mondiale, tout ça. Mars Di Bartolomeo, pour les personnes, donc c'était un ancien ministre de la Santé au Luxembourg, donc comme tu dis, Covid Task Force. Moi, quand j'entends Task Force, moi qui ai bossé quand même pendant pendant plus de 10 années, donc j'étais 14 ans auprès de l'armée luxembourgeoise, j'étais fonctionnaire, je travaillais pour l'armée. Les mots Task Force, il y a tout de suite ce côté militaire qui est caché derrière, donc voilà, donc ça fait quand même très lourd pour dire on est la force Covid et puis on va, et comme tu viens de dire aussi, des personnes qui sont là-dedans, des personnes qui n'ont aucune légitimité, décident pour le peuple avec des mensonges et encore des mensonges, bien sûr, les mêmes qui sont répandus à travers toute l'Europe. On a exactement les mêmes aberrations puisque tous les médecins qui ont une autre opinion, ils sont absolument pas, on les écoute absolument pas. Et là, on va pouvoir parler justement d'un médecin. Tu vois tout de suite le switch. Hein, donc, on va faire un médecin qui pratique au Grand-Duché de Luxembourg, qui est d'origine belge. Il s'appelle Dr. Ox. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé à ce médecin et pourquoi il en est arrivé là? Mais en fait, le Dr. Ox, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le protocole que la task force et le collège médical ont décrété. Dire décréter, je mesure encore mes mots. Secréter ou bien déféquer, que la commission a déféqué, si tu comprends ce mot. Mais bon, c'est pas grave. Non, je comprends bien le français, mais ce mot ne m'est pas. Déféquer au Plötzebüsch geschoss. Ah, d'accord. OK. Oui. Si on veut, décréter, déféquer. Être très direct, oui, on peut le dire comme ça. Alors, ce bon docteur, il a réalisé que d'après ce protocole, il aura beaucoup de personnes qui vont mourir par non-traitement, mauvais traitement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de plutôt obéir à son serment d'Hippocrate, de ne pas faire de mal aux personnes. Et il a traité les gens comme lui, selon lui, son meilleur savoir et sa meilleure conscience, ça lui dictait. Il a traité 500 à 600 personnes. Il n'a perdu aucune. Il y avait des personnes qui avaient des symptômes déjà assez graves. Il y a personne qui a dû être hospitalisé. Alors, et le seul truc pourquoi il a eu un conseil disciplinaire, parce qu'il n'a pas obéi à ce protocole selon lequel il n'aurait pu traiter personne de ces 500 à 600 personnes à qui il a potentiellement sauvé la vie. C'est ça son crime. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher et c'est tout ce qu'on lui reproche en final. Exactement. Résultat des comptes, il est passé au tribunal et donc il a été suspendu pendant 12 mois. On lui retire donc sa possibilité de pratiquer la médecine donc pendant 12 mois, ce qui représente quand même un problème, on va dire, dans la vie d'une personne. Imaginez, vous perdez votre emploi pendant 1 an pour payer vos factures, et tout ça. Donc c'est vraiment une sentence assez importante. Et tout ça pour avoir tout simplement obéi
au premier, on va dire, la première phrase qui est citée dans le serment d'Hippocrate, donc qui est aujourd'hui, hélas, le serment d'Hypocrite, hein, puisque les médecins, Yeah. et il y a beaucoup de médecins qui sont aussi d'accord avec lui, mais qui n'ont pas les couilles justement pour faire la même chose. Donc, c'est primum non nocere, et premièrement, tu ne feras pas de mal. Et puis, en l'occurrence, il a fait du bien puisqu'il a vraiment, il a continué de traiter ses patients de la même manière, comme toutes les années d'ailleurs. Et puisque les patients, quand ils se sont présentés devant lui, ils avaient les mêmes symptômes que toutes les autres années. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que quand même on nous parle beaucoup de Covid, de Covid, de Covid, comme si c'était une grande nouveauté. Mais des personnes qui décèdent annuellement de grippe saisonnière, ça a toujours été aussi quelque part, d'accord? Donc c'est intéressant de voir à un moment donné que la quantité de personnes, parce que je sais pas si tu as vu, Peter, au Portugal, il y aurait apparemment un tribunal qui aurait avoué que sur 17 000 personnes qui seraient soi-disant décédés du Covid, d'accord, puisque leur certificat de décès montrait Covid, ils sont revenus à calculer qu'en réalité, il n'y en avait que 157. Donc ça fait quoi une sacrée différence, 17 000 et 157. Et alors, si tu fais le même calcul à l'échelle mondiale, ça voudrait dire, maintenant j'avais fait mon calcul en me disant 17 000, j'ai dit 170, comme ça tu arrives mieux à calculer, ça fait 100 fois moins, ok? Donc tu fais la même chose à l'échelle mondiale. Et apparemment, bon, aujourd'hui, on est peut-être à 2,5 millions de soi-disant personnes qui seraient décédées du Covid. Donc, si maintenant on fait le même calcul, divisé par 100, on est à quoi? 25 000? 25 000 personnes qui seraient mortes d'une grippe. D'une grippe, c'est une pandémie de A à Z. Ils surfent sur les maladies annuelles, puisque toutes les années, les gens tombent malades. Si une personne est cancéreuse, donc elle est vraiment... on va dire entre la vie et la mort, si cette personne décède dans la même année, on va prendre le fameux écouvillon PCR test qui montre tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est quand même important de savoir que la personne qui a inventé ça, c'était un Américain, donc qui est décédé, si ma mémoire est bonne, c'était, je crois, en août 2018. Non, août 19. Non, c'est août 19. Donc, il est décédé, l'homme qui a inventé le PCR, et lui-même disait dans ses vidéos, il disait, j'ai inventé quelque chose, mais en même temps, c'est comme une boule de cristal, on ne sait pas vraiment ce qui sort. Et surtout quand on comprend les cycles, qu'à partir de, dès qu'on dépasse d'ailleurs, comme dira une Fulmich, ou bien toutes les personnes qui ont conscience de ça, dès qu'on dépasse les 23 cycles d'agrandissement, entre guillemets, hein, parce que c'est une question d'agrandissement, dès qu'on dépasse les 23 cycles, là, on est comme dans une boule de cristal, et puis ça devient du gros n'importe quoi. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Luxembourg, la situation, comme tu viens de le dire, elle est identique à beaucoup de pays d'Europe. Pratiquement tous les pays d'Europe sont plus ou moins, voilà, c'est plutôt à travers le monde où on va pouvoir trouver, entre guillemets, des pays qui résistent un petit peu ou bien qui essayent de résister. Et puis, on aura vu aussi que des présidents, et en Afrique, il y en a pas mal, il y en a 4 à ce jour, des présidents africains qui résistaient contre. Ils sont tous morts. Hein. Ils n'étaient pas très vieux, ces hommes-là. Hein. Le président d'Haïti, la même chose. Donc, il avait aussi fait comprendre qu'il ne voulait pas de ces injections dans son pays. Il est mort aussi. Et apparemment, nouvelle que j'ai vue hier, le président de Madagascar, il a échappé à un attentat et ils ont arrêté 2 Français qui étaient dans ce coup. Il a échappé à un attentat contre sa vie. Donc, c'est intéressant de voir. Sans surprise, je veux dire, pour moi, c'était évident quand j'entendais la position de ce président avec l'Artémisia et puis de parler aussi des vertus de cette plante pour justement soigner des personnes qui avaient des symptômes. Donc, il était clair pour moi qu'il était sur une liste d'attente, bien sûr, une liste rouge. Et après, il faut simplement savoir faire les liens. Bon, maintenant, pour en revenir au Luxembourg. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures parce qu'il est vrai que moi qui suis entre le Luxembourg et la France, tu sais, moi je fais le grand écart entre les deux, il est clair que je vois ce qui se passe en France, les gens qui commencent à s'éveiller et les Luxembourgeois qui est quand même encore un peuple différent. On est d'accord pour dire que les Luxembourgeois sont très, très, très dociles, hyper dociles. Hein. Il y a combien de commerçants, à ton avis, qui ont refusé, qui ont dit on ne veut pas appliquer les mesures Covid au Luxembourg? Pour être objectif? Disons publiquement, ouvertement, je pense qu'il y a très peu.
je ne peux pas me rappeler de quelqu'un qui l'a dit, mais en sous-marin, il y en a pas mal. Mais c'est en sous-marin. C'est parce que, soyons lucides, ce truc de Covid-check, même de test PCR et tout ça, si on est un pays qui est à 800 personnes de personnel policier court, c'est impossiblement enforçable. Et chaque loi n'est que si bonne qu'un pays ou un système a le moyen de l'enforcer. Donc, cette loi-là, si les gens ont le courage de désobéir, ben, ces lois-là vont partir à la poubelle parce que l'État ne pourra rien faire. Et de sélectionner un et pas l'autre, ça va faire des jurisprudences, ils vont perdre tous les cas. Non, parce que je voulais simplement faire remarquer aussi au public qui nous regarde, moi qui suis luxembourgeois, mais seulement du côté de mon père, c'est-à-dire mon père était lui-même, il était moitié luxembourgeois, moitié français, ma mère elle était 100% française, donc il y a juste ce petit quart, entre guillemets, de moi qui fait de moi luxembourgeois, mais je peux vous dire que comme je baigne quand même, je suis luxembourgeois, j'ai grandi dans ce pays, on a le syndrome du premier de la classe. C'est ça le problème un petit peu des luxembourgeois, le syndrome du premier de la classe, c'est-à-dire d'être l'élève modèle, c'est-à-dire de suivre ce que dit le gouvernement. Et encore vraiment, moi je trouve, quand j'observe un petit peu les magasins, justement les restaurateurs, on n'a même pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire, ils le font déjà. En gros, c'est quand même un truc de dingue. Il n'y a pas encore vraiment de vraie réglementation, pas encore vraiment de loi, et ils sont déjà en train d'appliquer les mesures sagement parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, de perdre des clients et tout ça, parce que c'est le luxembourgeois. Maintenant, je vais un petit peu taper sur les luxos, puisque j'ai le droit, je suis luxembourgeois, donc ils sont très matérialistes. Ils ont un pouvoir d'achat qui est gigantesque par rapport au reste de l'Europe. Il faut savoir que le revenu moyen d'un luxembourgeois est largement supérieur à tous les autres pays d'Europe. Donc, les luxembourgeois, ils ont eu cette habitude de rentrer dans un monde matérialiste très grand. Et justement, quand tu possèdes beaucoup, tu as plus peur encore de perdre ces choses que si tu n'as plus rien. Quand ce qu'on voit chez les Français, les Italiens, dans certaines régions d'Italie, les gens, ils ont déjà appris depuis longtemps à vivre, à survivre, le système D. On va se débrouiller donc, alors que le luxembourgeois, il est toujours dans cette bulle, je vais dire cette bulle qui va péter, et comme je le dis souvent. Et là, je m'adresse aux luxembourgeois qui vont regarder cette vidéo. Le Luxembourg est tout en haut de la pyramide, mais quand elle va s'écrouler, ça va faire plus mal pour le luxembourgeois que pour le français qui était au premier étage. On comprend la métaphore. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme la blague, quelle est la différence de quelqu'un qui tombe du premier étage et celui qui tombe du 10e étage. Celui qui tombe du premier étage, ça fait boum, et il fait ah, et l'autre ça fait ah, boum. Et ça va faire mal. Parce qu'il ne faut pas croire que les luxembourgeois, vous allez être épargnés par le plan de Davos et du Big Reset et tout ça. Donc, prenez conscience que le confort dans lequel vous vous trouvez actuellement, ça va faire très très mal quand vous allez devoir le céder, puisque comme l'a très bien dit Klaus Schwab, demain, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Mais pour être heureux, en ne possédant plus rien, il faut déjà travailler en amont et se dire, est-ce que je dois posséder ces choses ? Donc, que ce soit ma propriété, entre guillemets, pour pouvoir en bénéficier. Et c'est là que les luxembourgeois, je vais dire, dès le moment où, si demain il y a un krach boursier, quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans le monde, je peux vous garantir que les luxembourgeois vont vraiment pleurer, mais pleurer toutes les larmes de leur corps. C'est pour ça qu'il est impératif que les luxembourgeois fassent aujourd'hui aussi un travail de communication, de répandre l'information comme fait Peter avec Jean-Marie, etc. Donc, toutes les personnes, Marie-Lou, les noms qu'on connaît, Tony, j'allais dire Jean-Marie, mais je l'ai déjà cité, Christian, enfin, toutes ces personnes, même Basse, de son côté, à sa manière, etc. Donc, chacun qui fasse sa part de colibri et qu'au Luxembourg, vraiment, il y ait une dynamique aussi de personnes qui arrêtent de rester sur leur laurier et de dire il nous arrivera rien, il faut simplement faire ce que l'État nous demande de faire. Si demain,
le monde s'écroule, l'Europe s'écroule, le Luxembourg va s'écrouler et il faut absolument que nous ayons conscience de ça. Que pourrais-tu rajouter à ça, Pétain? J'aimerais apporter une petite correction à cela ou une différenciation. Il y a beaucoup de monde qui se base toujours sur le salaire médian et moyen pour évaluer la richesse des Luxembourgeois. À ça, j'aimerais bien rappeler 2 articles de Paper Jam assez récents. L'un, il a établi qu'il y avait 42 800 millionnaires au Luxembourg. Hein? Ça fait plus ou moins 7% de la population. Et on n'a pas parlé des milliardaires. Et on en a. Et peut-être une semaine plus tard, il y avait un article sur les travailleurs pauvres qui étaient toujours en grandissant. Oui. Et moi, j'avais déjà sur Paper Jam, moi, je suis aussi actif sur LinkedIn et je ne suis pas moins méchant sur LinkedIn que sur Facebook. Alors, tu peux imaginer. Et j'ai établi qu'en fait, ces 2 articles montrent bien que les statistiques du Statec ne servent en rien à démontrer la réalité telle qu'elle est, mais à masquer les injustices sociales. On a 42 800 millionnaires et on a plein de gens qui ne trouvent pas où se loger. Ah, ça, c'est clair. On a plein de gens qui travaillent dur et qui sont dans la pauvreté. Et si on prend ça, on sait que le luxembourgeois n'est pas riche. Il y a quelques luxembourgeois et on a une proportion trop importante en fait, si je m'exprime froidement d'une vision purement économique, notre pourcentage de gens riches et super riches est trop grande et c'est pour ça que en fait la politique parasite le bien-être public général pour satisfaire les intérêts de ces gens-là. C'est comme ça que je me l'explique sans vouloir supposer de mauvaises intentions ailleurs. Comme peut-être la création d'un Monaco 2.0. Oui. Non, moi je te disais simplement au niveau de la moyenne. On reste toujours dans cette idée de moyenne et puis c'est clair que ce calcul, il est tout à fait aléatoire puisque qui dit moyenne dit, on va prendre ce que tu viens de décrire, les 42 000 millionnaires et on n'a pas parlé des milliardaires. Et puis là, on va prendre la population qui est quand même, on est à combien aujourd'hui? On est à 500 000 peut-être, hein, la population luxembourgeoise, un truc comme ça. 620, 630. 620 déjà, bon, et après sans oublier bien sûr les 250 000 frontaliers, mais ceux-là, on les calcule pas. Donc si on fait la moyenne, le Luxembourg, les personnes qui rentrent dans le pays, ils voient une différence. Je veux dire, c'est ça aussi qui donne cette illusion de richesse quelque part, mais il est clair que quand tu es sur le territoire luxembourgeois, avec des autoroutes nickel, tous les installations électriques, téléphoniques, enfin il n'y a plus rien qui est à l'air, donc c'est tout enterré. On a vraiment ce sentiment d'un pays très riche, ce qui est pas faux, puisque voilà. Après, bien sûr mais ce que tu viens de dire, ce phénomène d'appauvrissement, il n'est pas, si vieux que ça. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui a commencé à s'amplifier sur les 10 dernières années, peut-être. 20 déjà, 20, le temps il passe tellement vite. Donc le temps il passe tellement vite, donc on peut dire sur les 20 années, donc on est au début de 2000, où vraiment les gens ont de plus en plus de mal à se caser et donc à trouver un logis au Luxembourg puisque ça devient impayable. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Luxembourgeois qui vont chercher, ils essayent de trouver dans les pays voisins, c'est-à-dire dans un périmètre de 30 km à l'extérieur du pays, donc environ pour trouver en Allemagne, en Belgique ou en France un endroit pour vivre où les loyers ou bien la possibilité d'acheter quelque chose sont beaucoup moins importantes. Donc, puisque au Luxembourg, ça devient une catastrophe à ce niveau-là. Il faut savoir donc un appartement au Luxembourg, le minimum 75 mètres carrés, on tourne autour d'environ 1 500 € au Grand-Duché de Luxembourg. C'est très dur de trouver moins cher.
On est d'accord là-dessus, Peter? D'accord. Plus ou Donc, et moins, ça encore, devrait être ça. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça oui, oui, devrait ben moi, être. je me suis intéressé à ce sujet-là, l'immobilier. Donc, justement, tu peux trouver moins cher, mais ce sera vraiment à ras des frontières, donc belge, française ou allemande. Et voilà, donc ce sera vraiment très compliqué, mais on est surtout, et puis alors je parle même pas de Luxembourgville qui commence à devenir comme Paris, où on est à je ne sais pas combien de milliers d'euros le mètre carré, etc. Donc ça commence à devenir affolant. Mais tout ça en même temps, c'est fait exprès, c'est bien sûr pour, comme dans tous les pays, pour créer deux sociétés. On est en train de vraiment retomber dans la classe moyenne qui a émergé, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est complètement en train de s'effondrer et ça fait aussi partie du plan. D'un côté, des nantis, une élite des personnes qui peuvent vivre comme des riches, des personnes riches, et de l'autre côté, une masse de personnes esclaves qui servent cette petite élite au-dessus. Et c'est intéressant parce que là, c'est là où tu vois aussi cette image actuelle où tu vois des milliardaires qui s'envoient en l'air dans des fusées. Cela leur a coûté des millions et des millions, des centaines de millions de dollars dans un moment comme le nôtre actuellement, où franchement, tu te dis, est-ce que c'est vraiment décent de faire ces choses-là à un moment où l'humanité entière traverse une crise comme elle n'a probablement jamais connue. D'accord? Là, tu vois bien le contraste actuel, c'est un truc de dingue avec d'un côté tu as comment ça Branson, t'as Bezos, Musk apparemment il veut aussi le faire, donc tu dis c'est un truc de dingue. Donc on est vraiment dans une caricature de ce qui est en train de se faire. Donc vraiment, on revient vers ce côté un peu médiéval où tu as les seigneurs qui sont dans leur château et de l'autre côté, le peuple dans les petits villages, les pieds dans la boue, en train de survivre. On Donc, arrive dans le néo-féodalisme. Je pense que exactement. ce serait un terme assez. Il va revenir, je suis sûr. Je l'ai dit maintenant, je suis sûr qu'il va, il va prendre racine, néo-féodalisme. Ouais. Qui est donc sous couvert d'une dictature écolo-sanitaire. Parce qu'après, on parle bien sûr du côté sanitaire, mais l'écologie, la même chose. On veut parler un petit peu des intempéries actuelles. Donc là, encore une fois, c'est nous les fautifs. On est les méchants pollueurs qui sommes en train de changer le climat. Mais rares sont les personnes qui ont déjà entendu parler de chemtrails, d'installations de type HARP, donc ces fameuses installations qui vont jouer sur l'atmosphère terrestre et tout ça. Donc les avions qui balancent des épandages, c'est aussi intéressant de voir. Alors en Belgique, nous avons des villes comme Namur qui sont sous les flots, donc il y a des rivières qui vont complètement sortir de leur lit, une catastrophe absolue, donc à cause de grandes pluies apparemment. Et d'un autre côté, on a la nouvelle qu'à Dubaï, ils créent des faux nuages pour qu'il y ait des intempéries, pour qu'il puisse pleuvoir sur Dubaï, pour qu'il puisse rafraîchir l'atmosphère de la région. Donc c'est intéressant de voir un petit peu. Et après, quand tu as des théoriciens du complot qui disent vous êtes sûr que le climat actuel, il est bien naturel? Et de l'autre côté, on nous dit à Dubaï, ils sont en train de faire des faux nuages pour avoir de la pluie. Et tu dis, et donc ça ne viendrait pas l'idée qu'il faut aussi des faux nuages au-dessus de l'Allemagne, des faux nuages au-dessus de la Belgique, pour appuyer encore plus la crise dans laquelle que nous traversons actuellement. Puisque c'est ça le but, c'est de, quand tu vois maintenant l'état psychologique, l'état économique, si tu en rajoutes encore par-dessus avec des problèmes, là on n'est plus dans le sanitaire, on est dans l'écologie, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, puisque tu vois bien quand même, on va chiffrer de nouveau à hauteur de centaines de milliards de dégâts, des personnes qui sont décédées. En Allemagne, je pense que c'est l'Allemagne qui a été le plus touchée actuellement ici dans nos régions, où on nous parle de centaines et des centaines de morts, des disparus et tout ça. Donc, mais apparemment, officiellement, c'est Mère Nature qui ferait ça. Alors que d'un autre côté, à Dubaï, on nous explique qu'ils font des nuages pour qu'il pleuve à Dubaï. Donc, à un moment donné, il faut simplement relier le point A et le point B. Et on se dit encore une fois, ça, c'est pas de la théorie du complot. Ça existe, on est d'accord. Bon, pour une chose, je pense que tu me connais bien, je suis toujours un peu terre à terre. J'écoute ces choses-là, mais d'un côté, la technologie d'imprégner des nuages de façon à créer de la pluie,
Et cette technologie existe et a été admise depuis longtemps. Pékin l'a fait, la Russie l'a fait. C'était un truc sûr. Maintenant, si la région de l'Allemagne, ici près du Luxembourg, si elle a été touchée plus sévèrement par une technologie pareille ou non, j'en ai pas la preuve. J'ai eu un rapport qu'apparemment, des jours avant qu'il y avait cette averse, il y avait un avion militaire qui circulait au-dessus de Bitburg, qui faisait ses cercles, ses tours. Mais si c'était ça ou non, je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas m'avancer, mais c'est un hasard intéressant, disons-le comme ça. Que du hasard. Voilà. Et d'un autre côté, ce qui est aussi à remarquer, pourquoi de 0 à tout de suite, on a eu les averses records jamais vues avant. Parce qu'on a dépassé de large le maximum avant, parce que si j'ai bien compris, avant on avait un maximum de 74 litres d'eau par mètre carré. Et là, on avait 100 litres d'eau par mètre carré à certains endroits. Oui, on se pose la question parce que avec le Covid, on a ralenti le monde. Donc, on devrait déjà avoir un impact moindre, immédiat. Parce que ça ne marche pas comme ça. Hein. C'est pas qu'on a seulement l'effet d'aujourd'hui dans 30 ans. Bien sûr, il y a un effet qui va seulement arriver dans des années à venir, mais la réduction immédiate de production de CO2 va aussi avoir un effet plus ou moins immédiat. Et on devrait avoir beaucoup moins si la théorie du changement climatique, on devrait déjà sentir l'effet de la crise de Covid, si on veut bien appeler cette pandémie comme ça. Et tu avais parlé du truc vert, et tu avais bien sûr mentionné M. Bezos avec sa fusée qui ressemble à quelque chose de plutôt sexuel, mais bon. Ouais, sextoy, oui, il s'est envoyé en l'air. Le Bezos s'est envoyé en l'air avec un sextoy, exactement. Ouais. Voilà, et ça aussi, son impact vert, personne. Non, lui, il fait pas de pollution, lui. Ils font pas de pollution, eux. Parce que c'est du CO2 quand même. Non, eux pas. Eux, non. Voilà, et eux, d'accord. Et je parie même que si tu fais le calcul de combien de CO2 lui il a dégagé en un décollage par rapport à des voitures, c'est comme ces fameux bateaux. Tu sais, les fameux bateaux de plaisance. Oui, tu as déjà vu la quantité, et ils sont au port, ils doivent laisser les moteurs allumés. Quand tu vois la quantité de CO2 que ça représente en voiture, c'est un truc de dingue. Et ça passe. Ça, c'est bon. Ça va. Je sais. Ouais. Je sais tout à fait. Et puis, ce qu'on oublie aussi, surtout avec le climat extrême, ça te dit quelque chose, l'effet papillon? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une fusée comme ça fait? Ouais. Si un papillon, théoriquement, pourrait faire ça, qu'est-ce que, beaucoup plus probablement, si on prend cette théorie-là comme une théorie valable, combien plus probable est qu'une fusée puisse produire une intempérie quelque part sur le monde? Oui, bien sûr. Oui. Par exemple. Oui. Attends. Un petit problème de caméra du côté de Peter. Non, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Ah bah tiens. Et, voilà, excuse-moi. C'est pas juste. grave. Oui. Donc tu étais en train avec la fusée qui est effet papillon. Donc la quantité de CO2 qui est dégagée rien que lors d'un décollage de ces messieurs Bezos, Branson, Musk et compagnie, que bien sûr leur CO2
n'entraîne aucun basculement, bien sûr, au niveau du climat, alors que nous, avec notre petite voiture qui est bien réglée, nous, on est 1000 fois plus pollueurs et tout ça. Mais après, tu comprends, si, encore une fois, maintenant, je m'adresse aux personnes qui écoutent cette émission, il est clair que dans leur plan, il est clair pour les élites, donc ceux qui contrôlent le monde, cette cabale malveillante, qu'ils veulent qu'on ne se déplace plus, tout simplement, qu'on reste dans ces mégapoles, ces villes gigantesques, qu'on n'utilise encore que des transports en commun et que le voyage, le déplacement à longue distance, ça sera vraiment encore une fois réservé qu'aux personnes qui pourront se le payer, bien sûr, puisque ça va être voilà, c'est l'idée on voit les films de science-fiction, ils nous montrent justement ces mégapoles. C'est rare de voir dans ces films de science-fiction une personne qui dit, je vais partir en vacances sur des îles ou je ne sais quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut te parler aujourd'hui. Oui, je sais qui c'est. Je sais qui c'est et je dois les rappeler par après. Donc, maintenant, espérons qu'ils nous appellent pas toutes les 3 secondes. Mais j'étais en train de dire, donc, dans les films de science-fiction, rares sont les scènes où on voit, dans ces mondes futuristes orwelliens, des personnes qui disent, maintenant, je vais prendre l'avion ou le train ou je ne sais quoi d'autre comme transport en commun pour aller partir en vacances quelque part dans le monde. Les gens sont coincés dans ces mégapoles, c'est leur condition de vie, et c'est un petit peu vers ça que ces salopards, il n'y a pas d'autre mot, ils veulent nous diriger, donc vers ces mondes orwelliens, ces mondes froids qu'on peut découvrir dans des films comme Blade Runner, etc., etc. Voilà, maintenant on revient, parce qu'on n'avait pas tout à fait fini avec le Luxembourg, le Grand-Duché. Comment est-ce que tu vois la suite des événements? Donc vraiment, comment est-ce que tu vois la suite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc à différents niveaux pour éviter le pire? Donc ça, c'est aussi une question importante au Luxembourg. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse au Luxembourg? Et en même temps, si c'est bon pour le Luxembourg, pour le reste du monde aussi, pour les pays francophones qui nous regardent, donc la Suisse, la Belgique, la France, le Québec et quelques pays d'Afrique du Nord. Donc, pour toi, quelles sont les choses sur lesquelles on doit se concentrer pour éviter d'aller droit dans le mur? Quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'on puisse contrer la chose? Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, il y a, comme le futur n'est jamais déterminé, du moins c'est ma philosophie, le futur n'est pas écrit. Je pense que si on veut éviter ces futurs orwelliens, il faut qu'on soit beaucoup plus à être désobéissant de façon créative. Ah oui. Parce que la créativité, c'est le plus mortel des poisons pour tout système. Qu'il soit bien ou mal, la créativité hostile à un système, surtout multipliée par le nombre de personnes qui constituent la population, c'est ça qui tue le système, parce qu'il peut bien faire face à un système, à une façon de contourner, même à deux, mais si chacun est créatif à sa façon d'être, de contourner les lois ou de ne pas respecter les lois, aucun système ne peut faire face à cela. Attends, avant que tu continues, j'ai cru comprendre que tu avais reçu plusieurs procès-verbaux. Oui. Et tu ne les as pas payés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là? En fait, mon premier date de janvier. J'ai travaillé 3 semaines pour l'avoir. J'ai voyagé en bus sans masque. Et finalement, après 3 semaines, j'ai trouvé un conducteur qui a appelé les policiers. Bon, alors, ils sont venus. Tout le monde, c'était pas marrant parce que tout le monde était bien emmerdé parce que le bus voulait pas rouler. Et moi, je voulais pas descendre. Moi, je voulais avoir les flics. Et j'ai eu ce que je voulais et les autres étaient en retard. Bon, j'assume. Il y a des gens qui sont pas contents pour ça. J'assume. On peut pas plaire à tout le monde. Ils ont voulu me donner un avertissement taxi. Moi, j'ai dit non, je ne paye pas. Puis, comme j'ai dit qu'ils doivent faire un rapport, donc ils doivent prendre mes explications. J'ai dit non scientifique parce que c'est pas prouvé. Voilà. Ni les mesures sont prouvées, ni la dangerosité de la maladie. Je dis que c'est à l'encontre des droits et libertés constitutionnelles. Ouais. Et
que c'est contraire aux droits de l'homme. Et rien qu'avec ces trois choses-là, aucun juge a envie d'opposer mon argumentation parce que si jamais il voudrait faire ça, il devrait aller appeler la Cour constitutionnelle et remettre à l'examen toutes les mesures. Et là, ils perdraient, ils le savent bien. Parce que déjà, pour les mesures, on a une procédure dans les mesures qui même tue l'état de droit dans lequel on devrait se trouver. Parce que la procédure dit, vous recevez votre avertissement taxé, vous ne le payez pas, vous allez recevoir un rappel, vous ne le payez pas, puis vous avez le fameux rappel du procureur à 600 €, lequel vous pouvez uniquement opposer si vous consignez d'abord ces mêmes 600 € que vous devez payer. Là, vous pouvez venir voir un juge. C'est-à-dire, quand vous êtes pauvre comme moi, qui suis sans moyens, sans revenus, je ne pourrai jamais opposer cela. Je ne pourrai jamais voir un juge parce que je n'ai pas ces 600 €. Alors, on n'est plus dans un état de droit parce qu'on est tous égaux devant la loi. Parce que si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas voir un juge. Oui, parce que ce que je voudrais dire aussi par rapport aux personnes qui regardent cette émission, moi qui connais Peter, c'est un homme libre, un électron libre. C'est-à-dire que financièrement, il roule pas dans l'or, hein, il a beau être luxembourgeois, mais justement, il fait partie de ces personnes. Mais en même temps, cet handicap qui peut être perçu comme un handicap d'un côté est une arme, une force de l'autre, puisque en tant que, si tu n'as rien, on peut pas prendre, comme on dit en luxembourgeois, voilà, on peut pas prendre dans la poche d'une personne nue, d'accord, dans la poche d'une personne nue. À partir du moment, et ça donne à Peter justement cette force, cette verve entre guillemets qu'il a aussi le samedi, donc tous les samedis avec Jean-Marie. Bon, Jean-Marie lui, il est pas dans cette situation, mais Peter en l'occurrence. On peut pas retirer à quelqu'un, on peut pas lui sortir de sa poche s'il est nu. Donc, et c'est là qu'il lui donne justement cette façon d'être aussi comme un électron libre, il se donne cette possibilité de dire haut et fort ce que beaucoup de luxembourgeois ou même d'Européens aujourd'hui pensent, parce qu'on ne peut pas le toucher quelque part. C'est-à-dire, il est intouchable grâce à ça. En espérant bien sûr que si ce Corona Circus il s'arrête au plus vite possible, que ta situation, bien sûr, elle se régularise et que tu puisses revenir vers on va dire, un rythme de vie qui est plus normal, entre guillemets. Professionnellement, donc, tu ne travailles plus. Je ne sais pas si on peut parler de l'endroit où tu as travaillé. Ça fait pas si longtemps que ça que tu as quitté, parce que ce serait peut-être intéressant de peut-être évoquer un petit peu ça, non? Bon, le dernier endroit où j'ai travaillé, c'était un parti politique qui se trouve aussi en chambre avec une couleur mauve. Voilà, et j'ai fait un petit foin là aussi avec 2 articles dans des journaux. Le premier dans Reporter, le deuxième dans Vox, où j'ai divulgué un peu des choses, comment ils se font réellement en politique. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils savent comment la politique fonctionne parce qu'ils lisent ce qu'ils voient dans les médias ou parce qu'ils écoutent les rumeurs. Moi, j'ai vu la politique derrière les rideaux. De l'intérieur. Voilà. Tout comme autre chose aussi, l'industrie financière, je l'ai aussi vu de l'intérieur. J'ai fait du back-office très longuement. J'ai aussi fait du recrutement. Alors, je connais beaucoup de choses. Je les vois pour ce qu'ils sont. Et je peux dire que la politique telle qu'elle est aujourd'hui au Luxembourg n'a rien de démocratique et vous êtes loin d'avoir un choix honnête, véritable. Sans aller dans le détail, ça c'est la conclusion qu'on peut légitimement en avoir. Un pour tous, tous pourris. Voilà, ça c'est la... Oui. Un pour tous, tous pourris. De toute manière, si on compte sur eux, je pense qu'on est
hein. Si on compte sur ces personnes-là, je pense qu'on va pouvoir assez On peut rapidement… s'enterrer aussi tout de suite. Hein. on peut s'enterrer tout de suite. Voilà, Peter. Donc, pour le Luxembourg, tu vois noir, enfin noir, je ne parle pas du parti politique Avec maintenant, le mais je vois, personnel actuel, oui. est-ce que tu vois actuellement est-ce que tu vois une échappatoire, est-ce que tu vois qu'il y a un basculement? Parce que moi, ma théorie, elle est un peu le Luxembourg, c'est un petit pays, un petit bassin avec un peu d'eau dans l'intérieur, et il y a des gros bassins autour qui s'appellent l'Allemagne et la France. Et je pense que justement, si en France, il se passe quelque chose d'important qui va dans le bon sens, que c'est comme la grosse piscine et la petite piscine, quand il y a le gros qui saute dans la grosse piscine, ça éclabousse la petite piscine Luxembourg à côté. Donc c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup d'espoir par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Je parle même pas de la Belgique, parce que la Belgique elle est un peu dans la même situation que le Luxembourg, mais l'Allemagne surtout et la France, que s'il y a vraiment un mouvement qui réussit à inverser la tendance, que ça va éclabousser le Luxembourg. Et c'est là que nous, notre action, ou ton action, parce que toi, tu es plus actif au Luxembourg encore que moi, puisque je suis sur on va dire, la francophonie, mais toi, tu es vraiment dans le Luxembourg, de dire que votre action, elle doit continuer, bien sûr, sans arrêt. Donc, c'est vraiment, tout comme les médias peuvent faire un matraquage H24, 7 jours sur 7 dans un sens, de continuer ton taf avec Jean-Marie, avec Marie-Lou, avec tous les personnages que j'ai rencontrés, mais d'un autre côté, de se dire, parallèlement à ce que vous faites, d'espérer que l'Allemagne, surtout, et la France, qu'il y ait un basculement, que vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que c'est ça qui pourrait influencer après la suite au Luxembourg. Mais c'est juste. Et d'un autre côté, si jamais ici, au Luxembourg, on arriverait à trouver plus de personnes qui ont le courage de se mettre sur la rue. Et c'est pas besoin qu'on soit 1000, 10 000 en ville. Si on a plein de petits mouvements, petites manifestations tous les samedis à travers le pays, c'est plus gérable pour les personnes qui organisent. Il y a moins de danger et c'est autant plus ingérable pour les forces de l'État parce que c'est décentralisé. Voilà. Si on avait ça et on pouvait avoir des élections par ce biais-là anticipées ici au Luxembourg, parce que honnêtement, avec tellement ces gens-là, en Parlement et au gouvernement, ils ont du sang sur leurs mains. Ouais. Avec la politique, ils ont tué des gens qui n'ont pas été traités, qui ont été maltraités. Et on a besoin des élections anticipées. On ne peut pas les laisser faire jusqu'au 23. Et on peut pas. Et oui, on peut attendre qu'en Allemagne et en France se passe quelque chose. Mais je ne dis pas qu'il faut attendre, mais simplement que ça, c'est aussi… Mais il faut travailler au Luxembourg aussi, c'est clair, c'est clair. Mais des Peter Freitag, le problème, des Peter Freitag, ça ne court pas les rues. Des personnes qui ont pleinement conscience de ce qui se passe. Les endormis, si tu prends après le pourcentage, je pense que le pourcentage est identique en Allemagne comme en France. C'est simplement qu'en France, comme il y a 68 millions d'habitants, si maintenant on prend 20% sur ça, on a une masse de personnes beaucoup plus importante. Et si maintenant tu fais les 20% pour 650 000 habitants, voilà. Et après, il y a beaucoup de personnes. On a assisté à une réunion ensemble pas plus tard qu'avant-hier. Il y a une dame qui est éveillée, tout ça, mais elle ne veut pas se mettre dans la lumière. Elle veut rester dans l'ombre parce qu'elle a peur pour son emploi, etc. Donc, il faut aussi calculer ces gens-là qui sont pleinement conscients de ce qui se passe, mais qui ont peur de se mettre en avant à cause de ça. Donc, et c'est là où il y a un petit problème, c'est que les gens, ils ont apparemment, et c'est ça aussi, ils n'ont pas vraiment conscience de la suite. Parce que moi, je dis toujours, si vous avez peur de ce qui se passe actuellement, si vous avez conscience de la suite, c'est de ça que vous devriez avoir peur et pas de ce qui se passe actuellement. On est d'accord, hein? Parce que quand tu regardes le plan de Davos, on n'en est qu'aux amuse-bouches et à l'entrée, là, d'accord? Donc, si ça vous fait peur, je peux vous assurer. Donc, il vaut mieux risquer de perdre son emploi aujourd'hui, de le récupérer peut-être juste après aussi, parce qu'après, juridiquement, voilà, donc il faut à un moment donné prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe actuellement. Voilà. Écoute, Peter, maintenant, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de cet échange.
puisque nous allons aborder la conspiration, la théorie du complot. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous sommes traités de théoriciens du complot. Et alors, émettre des théories, c'est une chose, mais à partir du moment où ces théories sont, où il y a des preuves, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous faire une conférence, moi en l'occurrence, bientôt je vais faire une émission qui sera consacrée uniquement à ça, donc où on peut venir avec des documents historiques qui remontent pas à des millénaires, hein. On parle de documents historiques qui ont que quelques décennies, voire maximum un siècle. Donc dès le moment où on peut mettre, parce que les cartésiens, hein, les fameux saint Thomas, je crois que ce que je vois, je dis mais attends, quand tu vois ce que dit David Rockefeller par exemple dans son propre livre, d'accord, et je vais citer cette phrase, et après je te demanderai ton avis, bien sûr. Donc, David Rockefeller dit dans son livre Memories, donc c'est ses mémoires, et là, si je ne me trompe pas, c'est la page 406, un truc comme ça, mais ça, c'est à vérifier, bien sûr. Il dit, certaines personnes prétendent que moi et ma famille faisons partie d'une cabale secrète, œuvrant contre les intérêts des États-Unis, me caractérisant moi ainsi que les autres en tant qu'internationaliste, voulant changer la monnaie, donc il parle de monnaie, il veut restructurer le monde, etc. Donc ça, c'est ce qu'il explique dans cette phrase. Et il dit, si cela sont les accusations qui sont portées à mon égard, je l'avoue et j'en suis fier. Donc, tout ce qu'il vient de citer au départ, qui fait partie d'une cabale secrète œuvrant contre les intérêts des États-Unis, mais au-delà des États-Unis, bien sûr, quand on sait qu'il est impliqué dans la construction, enfin dans cette réunion qui s'appelle Bilderberg, donc il était quand même un des fondateurs de cette réunion Bilderberg, donc c'est pas seulement qu'il est en train de conspirer contre les intérêts des États-Unis, mais du monde entier. Donc il dit à la fin, je l'avoue et j'en suis fier. Donc déjà, à partir de là, quand tu viens avec une phrase comme ça, tu peux pas, là, la personne qui est en face de toi, qui te traite, toi, de théoricien du complot, te dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est David Rockefeller. Et David Rockefeller, autant que je sache, ce n'est pas une petite personne comme nous, là, d'accord, qui essayons d'expliquer aux gens ce qui se passe. Ce sont des personnes qui ont, et la famille Rockefeller, donc si on regarde l'histoire de cette famille à travers les États-Unis et le monde, l'implication gigantesque qu'ils ont eue, parce que le fait que le bâtiment de l'ONU, le fameux bâtiment qui se trouve à New York, se trouve sur un ancien territoire qui appartenait à qui? Au Rockefeller. Est-ce que c'est aussi un hasard? D'accord? Donc, à un moment donné, la fameuse théorie du complot, moi je dis c'est pas une théorie, c'est une science. C'est une science comme toutes les sciences où il faut s'intéresser à l'histoire, de faire des liens et à un moment donné de comprendre le plan qui est mis en place depuis maintenant. Là, on va parler d'un agenda. D'accord, un agenda, ce sont des rendez-vous à des moments donnés de l'histoire, donc dans le futur, un vrai agenda, parce que si je veux réussir une chose précise, ben, il va me falloir quelques décennies pour arriver à ce but précis. En l'occurrence, le fameux nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, par rapport donc à ce sujet, la théorie du complot? Est-ce que toi, tu te sens théoricien du complot? On a essayé de mettre ce chapeau-là maintes fois. Mais tu as évoqué le fameux Saint Thomas. Je me considère en tant que tel, mais dans les deux sens. Pas seulement pour contrer des théories de complot, mais aussi pour les vérifier. Et il y a beaucoup de choses qui sont du côté officiel, qui sont absolument hors de tout ce qui est normal, qui donne du sens. Et ça donne beaucoup plus de crédibilité à toute forme de ce mot, en fait, ce mot inventé par la CIA, hein, théorie du complot. Alors, après le décès de JFK, hein, autant que je sache. Ça, je ne le sais pas. Si. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, si les autres qui dénoncent ces schémas qui se trament comme des complots, si on les dénonce en tant que théoriciens de complot et que la probabilité que leur théorie soit vraie, alors les autres, ce sont des pratiquants de complot. Ce sont les vrais complotistes. Parce qu'eux ne dénoncent pas, eux le pratiquent. Et il y a certaines choses qui se sont déjà montrées. Il y a surtout sur le Covid qui ne tourne pas rond. On le sait.
On vient d'avoir récemment, même sur RTL+, on a trouvé que c'était quoi? Les tests PCR ne servaient à rien du tout, avec un échantillon de 190 000 personnes. OK? On a trouvé avant une cinquantaine d'études sur les masques, que c'était nocif et que ça ne servait à rien. Donc, est-ce que c'est une théorie de complot? Juste parce que l'autorité le dénonce toujours tel et garde le silence et les médias gardent le silence. Mais il n'y a pas de théorie de complot. Si jamais il y a les plausibilités pour les preuves penchent plutôt vers prouver qu'il y a que complot il y a. On n'est plus à la théorie. Ou bien on est des voyants. Ça, c'est possible aussi. Tu sais, comme Madame Soleil, on est capable de voir dans une boule de cristal, et puis nous sommes des voyants. Non, il faut comprendre qu'un théoricien du complot, ou bien un savant, quelqu'un qui essaye de faire des recherches, c'est quelqu'un qui va, au lieu de simplement écouter ce que dit la partie mainstream, où on sait que ceux qui financent cela, ce sont les milliardaires qui sont derrière tout cette pandémie, donc Davos et compagnie. Il faut regarder l'arbre généalogique des différents médias à travers le monde. À un moment donné, on retrouve toujours les mêmes acteurs en haut. Donc, si on n'a que cette version-là, le théoricien entre guillemets du complot, c'est celui qui va aussi regarder de l'autre côté et il fait justement un vrai travail d'investigation. Et à partir du moment où on a des preuves formelles que ce qui est dit dans les mainstream, c'est faux. C'est pas de la théorie, c'est vraiment des choses qui sont prouvées, avérées. Tu venais de donner encore une fois cette idée, enfin ce sujet du test PCR, mais ça part dans tous les sens. Je veux dire, à un moment donné, tu vois que quand tu écoutes des intervenants, des personnes de la politique, comme le ministre, j'allais dire Premier ministre, mais là je voulais dire le ministre de la Santé française, Véran, il ouvre la bouche. Un mensonge à la seconde environ. C'est un petit peu la cadence dans laquelle il parle. La même chose du côté luxembourgeois, bien sûr, puisqu'ils font rien d'autre que de répéter les âneries parce qu'à un moment donné, tu remarques même que quand tu allumes n'importe quelle chaîne du monde, les officiels, entre guillemets, c'est comme s'ils récitaient un texte qui est préécrit, c'est les mêmes mots dans différentes langues, mais c'est un texte préécrit de l'OMS, de tous ceux qui dirigent le monde en réalité. D'accord? Donc, à partir du moment où tu comprends ça, c'est-à-dire un théoricien du complot, c'est ça aussi qui fait que j'ai été éjecté de Facebook, c'est-à-dire maintenant je suis éjecté encore une fois 30 jours pour une autre raison, mais la dernière fois j'ai tenu 1 jour et demi. Donc la dernière fois c'était 1 jour et demi j'ai tenu sur Facebook entre mes 2 bannissements. Donc mais la fois d'avant j'ai été éjecté parce que j'ai osé dire. J'ai taillé un costume à quelqu'un qui était à la télé, donc je lui ai dit ce que je pensais de lui. Il a dit que le problème des théoriciens du complot, leur problème, c'était qu'ils pensaient par eux-mêmes, d'eux-mêmes. Moi, quand je vois ça, ça fait comme ça. Tu vois, ça. On ose penser par nous-mêmes. Ben non, c'est pas seulement on pense pas par nous-mêmes, c'est même pas vrai. On pense pas par nous-mêmes. On écoute ce que dit les mainstream. Et on entend ce que peuvent dire d'autres docteurs, d'autres experts, etc. C'est même pas par nous-mêmes. C'est pas comme si nous, quand je parle des vaccins qui sont pas des vaccins, d'accord? C'est pas moi qui dis ça. J'ai écouté ce que dit Alexandra Henrion-Côte, qui est généticienne, ou le professeur Perron, ou bien je ne sais qui d'autre. C'est pas venu de moi, ça. C'est pas mon ressenti qui me fait dire, pardon? C'est pas mon ressenti personnel qui me fait dire, pour moi, même si on peut avoir un ressenti qui peut dire, si tu te mets ça dans le sang, ça va pas être bon pour la suite, d'accord? Donc, on peut avoir ce ressenti-là. Mais les théoriciens du complot, entre guillemets, ce sont aussi des personnes qui, à un moment donné, écoutent toutes les versions et qui vont utiliser leur intelligence pour valider laquelle résonne le plus en eux. Donc, si ça, c'est être un théoricien, non, c'est quelqu'un qui est justement éveillé, ouvert à toutes les possibilités et qui ne va pas simplement écouter une version qui est imposée par les médias mainstream surtout. Et là, on est dans le sujet du moment, mais après, à un moment donné, c'est toute l'histoire qu'il faut remettre en question. D'accord? On est d'accord. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte, il aurait dit un jour, qu'est-ce que l'histoire sinon des versions dont certaines personnes se sont mis d'accord, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire? Donc, c'est simplement des personnes qui ont décidé, ça va être l'histoire officielle. Mais est-ce que c'est la vérité vraie? Ça, c'est une autre question.
Mais écoute, moi j'ai remarqué quand j'avais fini mes secondaires, j'avais remarqué une chose à travers le cours d'histoire, que dès qu'on parle de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'actualité, il est impossible de savoir avec certitude ce qui s'est passé vraiment. C'est impossible. On a une version qui nous est enseignée, mais dès qu'on commence à creuser n'importe quel détail, ça devient douteux. C'est vraiment, c'est grave à quel point j'ai l'impression, et j'ai eu l'impression déjà, que tout ce que j'avais dans les cours d'histoire, c'était la version officielle qui était tolérée, disons, acceptée, tolérée, mais j'avais mes doutes que ça représentait la vérité ou au moins la vérité dans son entièreté. Oui, c'est clair. Et moi, j'ai un témoignage que je peux donner de première main. C'est moi qui l'ai vécu, puisque j'ai bossé pendant une bonne dizaine d'années dans l'enseignement, mais j'étais pas prof, parce que beaucoup de personnes pensent que j'étais prof. Non, j'ai été administratif, donc je travaillais dans un bureau, dans une école, donc dans un lycée. Et là, j'ai eu une fois une discussion avec une prof d'histoire, justement, puisque je m'intéresse énormément à l'histoire, mais pas l'histoire officielle, aussi l'histoire qui est cachée, donc. Et puis, je lui dis à cette prof, c'était une jeune prof, je lui dis, tu sais, aussi longtemps qu'on dit aux enfants, qu'on va dire aux enfants que SS, hein, donc un sujet très chaud, hein, SS, aussi longtemps qu'on dit aux enfants que SS veut dire Schutzstaffel, qui veut dire en français unité de protection, d'accord? C'est de là que viendrait le mot SS, donc 2 fois S, Schutz, Staffel. Aussi longtemps qu'on dit aux enfants que ça veut dire ça, et qu'on leur dit pas que ça veut dire aussi Schwarze Sonne, qui veut dire soleil noir, on s'en sortira jamais. C'est-à-dire, on sera toujours dans une pseudo-histoire, d'accord, où il y a donc une version qui est officielle, et ça, touche pas petit con, c'est pas pour toi. Et là, la prof, elle m'a répondu, oui, mais toi, avec tes histoires de conspiration et tout ça. Je dis, attends, tu m'excuses, c'est pas de la conspiration. Tu vas sur n'importe quel site sur le net et tu marques Schwarze-Sonne, hein, tu vas voir toutes les informations sur ce sujet. Et c'est pas des personnes qui ont inventé ça. Le château de Wewelsburg, qui était le QG, le headquarter de l'élite SS, donc etc. Il existe bien. C'était Heinrich Himmler qui était le chef. Il y a cette fameuse tour avec les 12 colonnes, avec ce symbole occulte qui se trouve au milieu de la tour, qui représente die Schwarze Sonne, le soleil noir. Donc dès le moment où tu peux le prouver avec des images, pas seulement du texte, mais en plus en images, mais silence radio, pas un mot de ça dans un livre d'histoire. D'accord, mais si à un moment donné, tu prends conscience que oui, effectivement, l'élite nazie avait une garde rapprochée qu'on appelait les SS, mais que eux-mêmes avaient encore un code caché dans ce mot SS pour devenir, je vous parle droit dans les yeux, le temps qui est de nouveau là, Peter. Donc, si maintenant, à côté de la version officielle, il y a encore qui est pas tout à fait fausse, puisque c'est vrai qu'il y avait une garde rapprochée, mais que eux-mêmes, ils avaient un code caché derrière ce mot qui nous emmène vers un autre terrain qui est beaucoup plus éclairant, parce que c'est là où on comprend vraiment l'intérêt pour cette élite nazie, donc ces nazis par rapport à l'occultisme, l'ésotérisme, ces sujets-là. Donc automatiquement, c'est clair que si on donne aux enfants cette information-là, ça ouvre une porte historique pour comprendre qu'est-ce qui intéresse réellement ceux qui contrôlent le monde. D'accord? Et c'est-à-dire les sciences occultes, l'ésotérisme, des lois fondamentales qui sont celles de l'électromagnétisme, puisqu'en fin de compte, le SS Schwarze Sonne, c'est avoir un lien direct avec l'électromagnétisme. Bon, maintenant, je vais pas faire une conférence sur ce sujet, parce que l'émission s'appelle Échange, donc je vais laisser aussi à Peter parler, bien sûr, pour qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, l'histoire, tu vois bien qu'à un moment donné, il y a seulement une version qui est proposée, d'accord? C'est ce qu'on doit croire, c'est comme ça, apprendre par cœur. Et si tu écris exactement ce que tu as appris, ben, tu auras des bonnes notes, tu auras un bon bulletin, et puis quand tu seras plus vieux, tu auras aussi un bon bulletin de paye, etc. Parce que si tu as le malheur, comme tu viens de le dire avant, de remettre en question tout ce questionnement-là, aïe, 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 là tu deviens théoricien du complot. Oh, mais pas besoin de devenir théoreticien du complot. Si tu acceptes déjà pas de te plier
au système, si tu arrives à prouver et éprouver qu'il est faux, qu'il ne fonctionne pas, que c'est mal, tu vas nulle part. Écoute, je pense que maintenant, les gens ont bien remarqué que j'ai des talents rhétoriques qui valent la peine. Je peux te dire que j'ai eu, après mon départ chez les Pirates, eu d'autres offres d'autres partis politiques. J'ai dû tous les refuser parce que chez tous, j'aurais dû accepter à me faire museler, juste argumenter dans une direction. Bien sûr. Et il n'y a personne qui me dicte ce que je dis et ce que je ne dis pas, surtout pas au privé. J'avais ce problème-là chez les Pirates et je ne vais pas répéter. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit ce que je dois dire et ce que je dois penser ou non. Moi, je suis mon propre maître et je gère par moi-même. Voilà. Non, c'est... Écoute, c'est pour ça que tu es là, parce que moi j'offre justement cette possibilité à une personne qui déclare être son propre maître, un électron libre, un penseur libre, quelqu'un qui ne se laisse pas plier par un système ou bien auquel on va dicter, parce qu'il est clair aussi que les journalistes, c'est exactement ça, on leur donne une feuille de papier, tu vas lire ce qui est marqué là-dedans, et ce que toi tu penses, on s'en fout. À la fin du mois, tu auras tes 15 000 euros, je ne sais pas combien ils sont rémunérés, et il est clair que le choix est vite fait pour certaines personnes, donc c'est je fais ce qu'on me dit de faire et puis je vais pouvoir mordre la pomme avec les autres. Donc il est clair que, et juste pour finir avec ce que je venais de dire avant, par rapport à ce sujet qui est quand même un sujet chaud, dès qu'on évoque les nazis, je me rappelle, ça remonte à plus de 15 ans en arrière quand je commençais à faire mes recherches, enfin ça remonte encore plus loin, mais moi ça fait plus de 25 ans que je suis là-dedans, mais il y a environ 15-17 ans en arrière, je m'étais intéressé à un sujet bizarroïde qui était les fameux UFO, d'accord? Donc c'est Victor Schauberger, des personnes, donc des ingénieurs qui auraient travaillé sur ce que nous on appelle des ovnis, mais pas des ovnis extraterrestres, puisque quand on dit un ovni, c'est un objet volant non identifiable, mais ça ne veut pas forcément dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas un humain bien humain dedans. Donc, dès le moment où c'est non identifiable, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et je me rappelle sur un forum, à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on devait communiquer sur des forums, et j'avais évoqué ce sujet, je me suis fait traiter de néo-nazi. C'est-à-dire, je viens en tant que chercheur, quelqu'un qui s'intéresse à plein de sujets, je me dis, ah tiens, c'est intéressant, peut-être que des ingénieurs nazis ont travaillé sur des énergies libres, je le propose, je me fais traiter aux néo-nazis, et quel était leur argument? Je valorise les nazis. Mais je dis non, je viens simplement vous expliquer, est-ce que vous ne croyez pas qu'ils ont vraiment travaillé sur ces technologies avancées, et au moment du fameux projet Paperclip, où tous ces ingénieurs ont été expatriés pour se retrouver pour la grande part en Amérique, aux États-Unis, ils continuent leurs recherches. Et là, on sait que Wernher von Braun, qui était un des chefs, un très grand scientifique nazi, c'est quand même un des pères fondateurs de la NASA. Et c'est pour ça que je fais toujours le jeu de mots, la NASA des nazis, puisque quand même un des pères fondateurs de la NASA, c'était Wernher von Braun, qui était un ingénieur nazi. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions sur l'histoire, tu as quand même le droit de te poser ces questions et de dire, qui c'est qui a donné tout cet argent? D'où vient l'argent qui va faire de ce peuple qui a perdu la Première Guerre mondiale? Ils ont été quand même, si tu regardes un petit peu l'état de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, ils venaient avec des brouettes avec des paquets de billets de Reichsmark pour s'acheter un morceau de pain gros comme ça. D'accord? Et ils ont réussi en l'espace de en 2 décennies, même pas, à avoir quand même l'armée la plus robuste, la plus puissante au monde. Et là, tu vas pas me dire que c'est que avec à force du coude, comme on dit, de l'huile de coude, comme on dit, de l'huile de coude, et puis parce que c'est un peuple qui se relève de ses cendres et tout ça, d'où venaient tous ces fonds, d'où venait l'argent, etc. Et là, quand tu vas gratter, tiens, tu découvres des riches industriels américains, tu découvres quand même que les banquiers, ils sont là et tout ça. Donc, à un moment donné… La famille Quant aussi. Pardon ? Faut pas oublier la famille Quant. Faut pas les oublier. Ils sont toujours là aujourd'hui. Toutes les grandes familles, oui.
Voilà. Il y en a plein, les familles. Donc, tu as les Rockefeller, tu auras les groupes, famille Krupp, là, du côté allemand, etc. Donc, tous ces gens-là, tous ces grands groupes, ils sont toujours là. C'est intéressant de voir aussi une petite théorie du complot qui vaut aussi son pesant d'or. Les gens ont une confiance aveugle au lobby pharmaceutique, bien sûr. Maintenant, on revient, tu vois comment on va rebondir de l'histoire à aujourd'hui. Ils ont une confiance aveugle envers des groupes pharmaceutiques. Et en l'occurrence, on peut nommer un groupe pharmaceutique qui, dans les camps de concentration ou les camps de travail qui sont devenus des camps de concentration, ils faisaient des tests sur des femmes, des tests pharmacologiques, donc vraiment sur un beau lot. J'ai cru comprendre qu'on va calculer environ 50 personnes, voire même plus, qui ont été utilisées comme cobayes humains. Il n'y a aucune femme qui est sortie vivante des expériences. Et ça, c'est la société Bayer, par exemple. D'accord? Donc, Bayer, qui aujourd'hui est toujours là, fusionné avec Monsanto. Donc, on a ces grands groupes-là. Et c'est là où tu dis, attends, si eux, aujourd'hui, sont là pour te sauver, quand tu regardes leur histoire qui n'est pas très glorieuse, est-ce que tu es sûr? Parce que quelque part, pour savoir à qui tu as affaire, tu regardes un petit peu ses origines. D'accord? Tu vois, après, on peut dire, oui, mais avec le temps, ils sont devenus meilleurs, ils sont devenus bons et tout ça. Je dis, non, normalement, ça change pas trop. Et surtout quand tu fais partie du monde financier, du système babylonien et tout ça. Donc, ces personnes ne sont pas là pour sauver le monde, pour soigner les gens. Ils sont là pour exploiter les gens et pour contrôler le système de santé des gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, la conspiration, pour moi, ce n'est pas une théorie. C'est des choses qu'il faut apprendre, comprendre. Il faut, après, à un moment donné, faire un travail d'investigation autodidacte, c'est-à-dire d'aller faire des recherches par soi-même, de pas simplement regarder les sources officielles, parce qu'il est clair que si les officiels, ce sont des personnes comme ceux qu'on a aujourd'hui au pouvoir, je peux vous assurer que l'histoire de demain, s'il n'y a pas un basculement dans ce qui se passe actuellement aujourd'hui, dans 150 ans dans les livres d'histoire, je peux déjà vous écrire le livre d'histoire qu'on aura à lire dans 150 ans. Donc, quand il y avait des fous furieux qui s'appelaient Professeur Perron, des fous furieux qui s'appelaient Silvano Trotta, des fous furieux qui s'appelaient Peter Freytag au Luxembourg, des théoriciens du complot qui ont résisté et qui ont été écrasés par les bons citoyens ou bien les moutons en réalité qui suivent le troupeau, donc qui suivent le bon berger. Donc les gouvernements avaient raison. Voilà la version qui va être dans les livres d'histoire par rapport à cette résistance ou bien cette masse populaire qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer, je peux déjà écrire le livre d'histoire de demain comme il sera écrit s'il n'y a pas un basculement très rapide dans ce qui se passe actuellement. On est d'accord là-dessus, Peter? Tu es encore bien optimiste. Parce que moi en calculant un peu les scénarios possibles, dans le cas où il s'impose, il gagne, c'est fou et c'est idiot, parce que autrement je ne peux pas les qualifier. Dans 150 ans, je sais de quoi a l'air le livre d'histoire, il n'y en aura pas. Ils vont tous nous tuer parce qu'ils sont trop cons, ils sont trop arrogants. Ils pensent qu'ils peuvent faire mieux que la nature, bien qu'ils ne comprennent pas la nature entièrement. Ils veulent déjà dicter à la nature comment elle doit faire. C'est fou, c'est irresponsable, c'est anti-éthique, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Ces gens-là, ce sont des cinglés malades avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de fric. C'est surtout ça. Ils nous tuent et ils vont se tuer par après. Parce que, disons, revenons un peu aux eugénistes qui pensent qu'on est de trop sur ce monde. Alors, si on dépopularise maintenant le monde assez rapidement, même si on prend 10 ans, peut-être, des 7,5 milliards, peut-être 8 milliards à 500 millions de personnes. Alors, qu'est-ce que tu crois? Comment on va gérer tous les problèmes qui vont s'impliquer parce que ces gens-là manquent? Parce qu'il y a toute personne qui fait encore quelque chose en son temps libre, hein, qu'elle ne fera pas parce qu'elle est inutile en tant que travail, ce qu'elle a comme job. On va gérer comment toutes les centrales nucléaires, on va gérer comment tous les déchets, on va gérer comment
c'est juste certains trucs. Il y a tellement de choses qu'on ne pourra plus opérer à 500 millions de personnes parce qu'il y aura trop. Voilà. Ça, c'est juste pour comme. Et si jamais une autre catastrophe que l'homme n'aura pas provoquée arrivera. Une naturelle cette fois-ci. Une naturelle. Oui, prenons une météorite qui s'écrase. Si jamais sur ces 500 millions, il y a une ère glaciale pour 60 ans, parce qu'il y a trop de poussière dans le truc, il en reste plus que 100 000 par après. Et c'est juste la même ethnie. Est-ce que ça, c'est la fin de l'humanité parce qu'on a réduit la diversité du pool génétique? Notre diversité, c'est notre garantie de survie et c'est notre garantie de pouvoir évoluer parce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. La nature nous récompense pour les mélanges entre les différentes sous-traits de l'humanité, disons-le comme ça, pour ne pas prendre espèce ou race ou quelque chose. On fait toujours partie d'une sous-entité qui partage certaines qualités ou traits pour rester neutre. Et la nature nous récompense pour cela. Et maintenant, on va dire à la nature, on n'a plus besoin de ce ou de cela. Combien de choses n'auraient jamais été inventées sans des personnes handicapées? Juste ou sans les aveugles? Oui. Qu'est-ce qu'on n'aurait tout pas inventé parce qu'il n'y avait pas le besoin? C'est clair. Une partie du progrès se fait par le besoin. Ça, moi, je suis d'avis qu'il faut avoir une certaine préservation des différentes cultures, des langues et tout ça, mais qu'il faut aussi permettre le mélange, la rencontre entre les cultures et qu'il faut préserver le tout. Même les plus petites tribus dans la jungle, il faut les préserver. Ouais. On ne sait pas si on n'a pas besoin par après d'eux. Oui, ce que tu dis, ce qui est logique, c'est comme maintenant on dirait les mouches sont insignifiantes. On n'a pas besoin de mouches. Alors que les mouches, ils ont leur raison d'être. Je veux dire, n'importe quoi dans la nature a sa raison d'être. Et eux, avec leur projet d'eugénisme, de décider qu'est-ce qui mérite d'être là et ce qui n'est pas là, ils créent un déséquilibre. Bah, c'est clair. Bon, après, il est clair aussi qu'avec ce projet-là, puisque qui dit eugénisme dit transhumanisme, c'est justement de faire basculer le monde, ces manques par le monde technologique, soi-disant, qui pourrait compenser ce manque biologique de l'autre côté. Mais ça, c'est, comme on dit en luxembourgeois, Teufelskirchen, la cantine du diable, c'est-à-dire c'est un truc de dingue vers lequel ils veulent nous pousser. Et puis, c'est clair que ça va leur péter à la figure, puisque c'est justement le problème que si tu veux contrôler les choses avec le mentalement, tu ne contrôleras absolument rien. Tu dois respecter les lois de la nature qui sont hors du mental. Et là, tu vois que tout fonctionne comme une montre suisse. Bon, maintenant, je ne sais pas. Je dis juste un truc comme ça. Là, je suis dans mon bureau en train de faire la vidéo. À l'extérieur, je ne sais pas si c'est aussi de ton côté comme ça, Peeta, il y a un déluge. Je pense que les gens peut-être entendent même à travers la vidéo. Je ne sais pas, on va voir le résultat. Il y a un déluge, la pluie qui s'abat. Un truc, ça va venir alors vers toi parce que on n'est pas si loin l'un de l'autre. Moi, ça va. Ici, c'est le déluge. Il fait noir. Il fait noir comme s'il était. Il faisait 10 heures le soir. Il tombe un déluge de nouveau. Je n'ose pas regarder dehors. Encore une fois, on est vraiment dans un temps de juillet, n'est-ce pas, fin juillet. Donc, écoute, Peeta, je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter avec cette discussion-là. Donc, qui était, je te dis, un truc comme ça. Il est clair qu'on pourrait faire des heures et des heures et des heures, parce que encore une fois, la théorie du complot, ce sont pas des théories, c'est de comprendre la psychologie humaine, le fonctionnement du mental humain, de cet ego qui veut posséder toujours plus, que ceux qui sont au contrôle du monde ont un ego gros,
gigantesque, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer qu'on pourrait vivre dans un monde collectif où tout le monde pourrait très 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 bien vivre. Donc, on pourrait philosopher et discuter pendant des heures et des heures, mais je vais simplement te laisser le mot de la fin. Donc, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir cette émission? Soyez courageux, n'abandonnez pas, soyez créatifs. Créatif. Et au jour d'aujourd'hui, être créatif, c'est-à-dire aussi de savoir rebondir sur les, entre guillemets, les situations auxquelles on va être soumis, d'avoir justement cette capacité intellectuelle de trouver justement la solution dans l'instant T. Justement, c'est ce que dit Peter, justement, à ce niveau-là. Soyez créatif et de ne pas rester dans votre monde de fonctionnement que vous avez maintenant depuis des années. Donc, ayez cette capacité de vous adapter à la situation. Et si vous vous fiez à votre cœur, à votre intuition, comme je le dis souvent, votre instinct dans l'instant, ben vous trouverez toujours les solutions dans le moment le plus propice. Voilà, Peter. Ben, écoute, vielmals merci. Merci à toi aussi, Alan. Merci Vielmals merci, dass du gekommen bist, dass du ja gesagt hast für die Sendung en luxembourgeois. Donc, je viens de lui dire beaucoup de merci. Vielmals merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. On va se voir bientôt de toute manière sur le terrain. Donc sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette émission, de votre patience, et je vous dis aussi que la prochaine, elle va être aussi extrêmement intéressante. C'est aussi un jeune homme qui habite au Grand-Duché de Luxembourg, mais qui n'est pas, donc c'est pas comme Peter qui est quand même luxembourgeois, avec des origines pas forcément luxembourgeoises, mais qui est là, on va avoir affaire à un gars qui habite au Luxembourg, qui est d'origine italienne, et avec lui, on va parler pendant presque 2 heures, on va parler de ce fameux sujet très 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 particulier qui est le Code justinien, la Common Law. On va parler avec lui puisque vraiment il s'est plongé corps et âme dans ce sujet, et on va parler de ça pour voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de tangible, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer par rapport à ce sujet, ou bien est-ce que nous ne pouvons pas utiliser cette connaissance-là pour éventuellement nous sortir d'une situation juridique qui serait très, très, on va dire, qui nous gênerait vraiment. Donc, on va voir ça dans la prochaine émission. Je vous remercie d'avoir vu cette émission. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Peter. Ciao. Merci. Ciao, Alan. Merci.